Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Youssouf Yago, politologue, et Kader Meiga, président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Tetla. Voici pour le décor, c'est parti pour quelques minutes de décryptage de l'actualité nationale. Kader Meiga, bonsoir. Abdelkader Meiga, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Ataïr. Merci d'être sur ce plateau. Tout le plaisir est pour nous. Youssouf Yago, politologue, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être là. L'histoire retiendra certainement que vous êtes les premiers invités de ce premier numéro, le grand format. Donc, j'ose espérer que nous allons garder le cap et vous serez de temps en temps ici pour décrypter avec nous, pour décrypter pour les téléspectateurs l'actualité nationale, mais aussi souvent l'actualité internationale. J'ose bien compter sur votre disponibilité, M. Kader Youssouf Yago. Merci beaucoup. Donc, d'entrée de jeu, nous allons parler du discours à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, suite à l'attaque qui a frappé le camp de Fama à Indelimène. Et il y a eu plusieurs morts. Le président de la République s'est adressé à la nation dans un discours où il a parlé de l'union sacrée autour des Fama. Déjà, quelle lecture faites-vous de ce discours, Kader, et à la nation du président Ibrahim Boubacar Keïta? Merci, Mohamed. Je salue tous nos téléspectateurs et tous les Maliens qui nous suivent de l'intérieur comme de l'extérieur. En réalité, je n'ai pas envie de commenter le discours du président suite à un message que je viens de lancer juste quelques jours pour demander à ce que le président prépare sa transition. Une transition tout en douceur, et pour que le peuple malien puisse se tirer d'affaire. Et dès lors que je suis dans cette disposition, c'est un souhait, c'est une demande, je ne souhaiterais plus commenter ce que le président a fait ou avait fait ou pense faire, parce que psychologiquement, je suis complètement en déphasage avec lui. Ça veut dire en conclusion, même si le discours était bon, ou même s'il était extraordinaire, moi je verrais dedans pas mal de choses qui clochent. Donc je préfère laisser mon frère Yago commenter sur ce point. Youssouf Yago, politologue, déjà le discours du président de la République, déjà sur la forme, qu'est-ce que vous avez retenu du discours? Vous savez, en la matière, je respecte l'avis de tout le monde. Et j'ai mon opinion sur la question. Personnellement, je n'ai pas suivi en direct, mais j'ai eu à lire le discours sur le site de la présidente de la République. Et j'ai été revoir pour comprendre dans la forme, la présentation, comment le discours était. Contrairement à certaines observations que j'ai pu voir ça et là, mon avis était que c'est un discours qui sied au moment, à l'instant. C'est un discours plein d'émotions, naturellement, pour, comment dirais-je, magnifier sa solidarité aux victimes, appeler à l'union en la matière. C'est ce qui convient de faire lorsqu'on est face au terrorisme. Nous sommes contre une menace asymétrique, une menace complexe. L'union sacrée de toute la nation est très, très importante. Au-delà des divergences politiques et des différences qu'on peut avoir ça et là, il s'agit de l'existence du pays même qui est en cause. Donc appeler à l'union sacrée, c'est quelque chose de salutaire. Dire qu'il n'y a pas eu de mesures fortes également, ça m'étonnerait parce que vers la fin du discours, le président dit avoir instruit de faire évoluer le concept d'opération, c'est-à-dire la manière d'employer les forces sur le terrain et les moyens à eux accompagner. Donc, moi, j'ai vu dans ce discours un discours de type classique qui sied au moment. Si je veux faire un parallèle avec le discours de Roch Kaboré quelques jours après, c'était dans la même logique. Lorsqu'on est face au terrorisme, il n'y a que l'union. Parce que qu'est-ce que l'entreprise terroriste veut aujourd'hui? C'est de nous pousser les uns contre les autres, de nous mettre en déphasage avec le gouvernement. Et je ne pense pas aujourd'hui que changer le président fera évoluer la nature de la menace ou fera baisser l'intensité de la crise. Il faut analyser la chose en profondeur et de voir ensemble quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour le Mali. Abdelkader Meiga. Bon, sur ce dernier point, j'avoue que le changement de président, ce n'est vraiment pas
pour le terrorisme, ça se passe sur un territoire qui est le Mali. Et aujourd'hui, nous pensons que le Mali, quand on regarde la situation socio-politique, la situation économique, la situation sécuritaire du Mali, on peut déduire qu'on est au bord de l'abîme. Rester penser qu'en colmatant les brèches, on va trouver une solution, ce serait se leurrer. D'accord. C'est pourquoi, entre autres mesures, cette mesure dont je viens de parler. D'accord. Et Youssouf Yago, on a vu le discours du président de la République, il a été diversement apprécié. Et certains ont pensé même qu'il n'y a pas eu, comme vous avez dit, qu'il y a eu des mesures fortes. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut changer la stratégie? Parce qu'on a quand même compris que le décompte il est macabre. Hein? C'est toujours des militaires maliens qui meurent sur le front et souvent par dizaines. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous dans l'approche? Vous n'êtes pas militaire, mais est-ce qu'il faut changer de fusil d'épaule? Bon, je n'ai pas dit qu'il y a eu des mesures fortes, j'ai dit qu'il y a eu des annonces quand même, oui, qu'on attend de voir à l'œuvre, qui me paraissent opportunes en l'état. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer? Le président l'a dit, il faut faire évoluer le concept d'opération. Non seulement il faut faire évoluer le concept d'opération et d'envisager la question sur le plan régional et sur le plan mondial. C'est-à-dire qu'on ne viendra à bout du terrorisme qu'avec l'appui de nos amis. Ce n'est pas possible aujourd'hui pour un État comme le Mali, ne serait-ce que sur le plan économique, sur le plan en matière de ressources humaines, nos moyens sont très limités. Le terrorisme, c'est du renseignement, c'est les moyens aéroportés, c'est beaucoup d'autres facteurs qui viennent en ligne de mire. Le tout militaire ne règle pas la question. Moi, je suis tout à fait d'accord que les gens soient émus, c'est un réflexe naturel. Chaque crise, si vous voulez, connaît 3 étapes successives. Vous avez la première phase qui consiste à l'émotion naturelle de l'être humain. Et la deuxième phase, c'est la phase que j'appelle la phase polémique. Et c'est dans cette phase que j'inscris le fait de demander au président de partir. Et dans la dernière phase, on devient plus rationnel, qu'on appelle la phase rationnelle, où tout le monde se dit, ah ben tiens, est-ce que si on devait enlever le président aujourd'hui, est-ce qu'on mettra fin à la guerre contre le terrorisme? La réponse est bien évidemment non. Non. Donc ensemble, il ne faut pas que nous montrions des fissures au sein de la société civile, au sein de la population malienne. Il faut qu'on fasse un front commun. S'il y a des choses à corriger, je pense qu'il faille le dire et qu'ensemble, on essaie de corriger ensemble. Le fait de parler de transition, ça nous affaiblit déjà, je pense. On est déjà assez faible pour parler de transition, à mon sens. D'accord. Kader Maïga, juste une dernière réaction avant de continuer sur l'autre thème. Non, je voudrais juste confirmer que je réitère ma demande. Et je pense que cette transition, à mon humble avis, sera mieux pour le Mali. Voilà. Deuxième thème de l'émission, c'est le soutien des femmes militaires de Kati, ou FAMA, les femmes militaires qui ont battu le pavé pour soutenir les FAMA si la relation est prête. Les images, on pourrait avoir les images des femmes militaires qui étaient là et pour demander et qui étaient derrière les forces armées de sécurité. Déjà sur la forme Kader, est-ce que vous pensez que les femmes sont dans le rôle de soutenir leurs maris, leurs époux qui sont sur le terrain, le théâtre d'opération? Et bien sûr, bien sûr. Je profite d'abord pour présenter mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles endeuillées, à la nation malienne. Et dire, Mohamed, c'est tout à fait légitime et moi je les comprends. Et au Mali, on a quand même constaté, à chaque fois que le Mali est au bord du gouffre, ce sont les femmes qui se sont battues pour venir au secours de leurs maris et de leurs enfants. Et on ne peut pas déroger à cela maintenant parce que c'est des femmes de militaires. Non. Lorsque les militaires perdent leur vie sur un théâtre d'opération parce que l'ennemi est peut-être très fort, où il n'y avait aucun échappatoire, là on peut comprendre. Mais je pense que nos militaires sont envoyés à l'abattoir.
nos militaires sont sous-équipés, nos militaires sont laissés pour compte, nos militaires n'ont pas le moral. Les familles des militaires n'ont pas droit au corps de leurs frères, de leurs enfants, de leurs pères qui meurent sur les théâtres d'opération. Je pense que ça, c'est la faute du gouvernement. Et quand on commet de telles bavures, il faut vraiment s'attendre à la colère du peuple. Je regrette simplement que ce soit seulement les femmes de Kati. Ça aurait été préférable que ce soit les femmes du Mali. J'ai vu d'autres femmes sortir qui n'étaient pas de Kati, mais j'aurais souhaité que ça soit la même chose à Gao, à Sikasso, partout dans toutes les régions, parce que les enfants de toutes ces régions, ces régions devraient se retrouver dans l'armée. Justement, qu'est-ce que ces femmes-là réclament? Pourquoi elles ont marché? Quelles sont leurs revendications? Mais moi, j'ai retenu, entre autres, ils ont demandé de mettre fin à cette tuerie barbare. J'ai vu également qu'ils ont demandé que la Russie soit au Mali et que les forces étrangères comme Barkhane ou la France s'en aillent. C'est les trois que j'ai vraiment retenus. Et je pense que les trois sont des signaux très forts. D'accord. Youssouf Yago, sur le soutien des femmes militaires à leurs maris. Hein. Bon, je présente mes condoléances à toutes ces familles pleurées également. C'est une situation pas à condamner, mais plutôt à saluer. Je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, les femmes de militaires et les enfants de militaires, et tous les Maliens d'ailleurs, souffrent de tous ces morts. Ce sont des situations difficiles et complexes à supporter. Mais je pense que au-delà des femmes de militaires, voilà un peu ce que nous demandons, qu'il y ait un soutien en bloc. Les problèmes internes qu'on les règle, aujourd'hui nous avons un ennemi commun qui est interne, qui est international, qui est transfrontalier. Il faille que nous fassions front. À chaque fois que l'ennemi verra que nous faisons front contre elle, et contre lui, pardon, il va se calmer. Mais derrière, si nous, on ne soutient pas ni nos militaires, ni nos autorités, que nous ayons des griefs contre ces autorités-là, ça risque de poser problème demain. Et je pense qu'en essayant de changer pour changer, on ne fait que de placer le problème, on ne va pas le régler. Si on change pour changer, dans 10 ans, on aura la même chose. Essayons d'ensemble de trouver les solutions idoines pour régler définitivement cette question. Les terroristes, quand ils s'installent dans un pays, ce n'est pas pour gagner une guerre, c'est pour installer la peur, c'est pour créer la psychose et mettre les populations contre les gouvernés. Si nous avons compris ce jeu, je pense qu'on pourra régler beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que vous pensez de certains Maliens qui disent que si les femmes des militaires battent le pavé, c'est que quelque part, elles sont aussi instrumentalisées par leurs hommes ou leurs fils qui sont sur le front. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette lecture? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ces questions. Ça reste tout à fait possible, mais je pense que les militaires qui sont au front sont assez responsables pour ne pas rentrer dans ce jeu. Lorsqu'on s'engage dans l'armée, je ne suis pas militaire, mais c'est pour défendre corps et âme son pays, dans les conditions les plus extrêmes. Et bien entendu qu'on vous mette dans les conditions de travail. Mais je ne pense pas qu'ils aillent jusqu'à un jeu à instrumentaliser leur épouse pour aller sur ce terrain-là. Ça m'étonne. Est-ce que vous êtes sur le même registre? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là? Est-ce que vous pensez que le fait de marcher, est-ce que ça dénote quelque part de la vitalité de la démocratie malienne? Ou c'est justement parce qu'il y a un malaise, comme vous dites, hein, vous avez dit que le pays est dans l'abîme. Hein. Est-ce que ce n'est pas trop fort, Kader Maïga, Abdelkader? Non, mais je pense que c'est tout à fait normal. Ça dénote effectivement qu'on est quand même dans un pays avec un semblant de démocratie. Mais les femmes des militaires sont des êtres humains. C'est également des Maliennes comme tout le monde. Elles ont le droit de montrer leur désapprobation de situations dramatiques. Et surtout que la situation, en réalité, est due à une faiblesse bien située. Donc pourquoi ne pas le décrier?
D'accord. Et dernière question, que faire? Que faire? La question que faire, il faut toujours la poser après le diagnostic. Que faire pour justement donner à cette armée-là son moral, un moral de fer? Youssouf Yago. Je pense que la question, elle a été largement débattue depuis le début de la crise. Nous avons pensé qu'il faille régler la question par uniquement les armements. Les armements ne règlent pas la question politique. On ne combat pas une idéologie, je l'ai dit sous d'autres plateaux, on ne combat pas une idéologie avec que des armes. On combat une idéologie avec un contre-discours. C'est très important. Donc, il faut une approche globale qui s'inscrit sur le long terme. Il y a du militaire, il y a du développement, il y a du discours, il y a la formation. Et travailler à ce que le radicalisme ne prenne pas une certaine proportion. Donc, c'est une approche globale, ce n'est pas le tout militaire qui va régler le problème. Nous avons beau donner les meilleurs armements à nos militaires sur leur renseignement fait défaillance, le problème va se poser également. Donc il faut une approche vraiment globale. Se préparer psychologiquement, renforcer notre capacité de résilience pour faire face pendant longtemps à cette question. Une approche globale, la capacité de résilience pour surmonter toutes ces épreuves-là. Abdelkader Maïga, est-ce que pour vous, il faut aussi changer d'approche? Moi, je suis convaincu que pour mieux négocier, il faut être en position de force. La position de force aujourd'hui nécessite que nous nous battons militairement. Et lorsque nous allons conquérir les territoires, les zones perdues, et que nos militaires se sentent en confiance, et que l'ensemble du territoire malien nous revient, nous avons libre arbitrage sur tout le pays. En ce moment, nous pouvons rentrer dans les autres considérations idéologiques, tout ce qu'on veut faire, lavage de cerveau ou quoi, ou développement. Sinon, à l'heure où nous sommes, nous avions une très grande conspiration contre le peuple malien qui fait qu'on ne pourra jamais avoir une armée. À plus forte raison, avoir un pays à long terme. D'accord. Abdelkader Maïga et Youssouf Yago, et nous allons aborder le dernier thème de cette partie de l'émission Décryptage, c'est l'opération Takuba. Takuba qui veut dire en Soreille, le sabre. D'autres disent que c'est un terme tamashek, mais en Soreille aussi, on parle de Takuba qui est le sabre. Cette opération est lancée par la ministre française des armées françaises la semaine dernière, c'est justement pour venir appuyer et lutter contre le terrorisme. Et Abdelkader Maïga, déjà un commentaire sur cette opération. On a vu Barkhane. On ne va pas faire le bilan de Barkhane, mais aujourd'hui, on nous lance une autre opération, Takuba. Est-ce que vous pensez que cette opération-là va un peu changer et la donne, en ce qui concerne la donne sécuritaire, la lutte contre le terrorisme? Mohamed, avant de parler de l'opération en tant que telle, j'attire juste l'attention des Maliens sur le fait que l'opération a été appelée Takuba et selon eux, c'est Tamashek. Mais je voudrais savoir qui les a dit que c'est simplement Tamashek. S'ils avaient dit Soraï et Tamashek, j'aurais compris. Mais chez nous, en Soraï, Takuba, ça veut dire le sabre. Dès là, je dénote que nous avons en face des gens qui ont toujours voulu minimiser la population qui a la majorité au nord du Mali. Les sédentaires, dans toutes les politiques de nos partenaires, font tout pour que nous ne soyons plus visibles ni audibles. Ceci dit, j'ai déploré le fait que c'est sur l'AFP que la ministre française des Armées a lancé une telle information. La question que je me pose, est-ce que nos militaires maliens, ils ont pris part? Est-ce que nos militaires maliens sont dans la conception du projet? C'est ce qui prouve qu'on nous prend toujours pour une colonie française. Dire qu'on va faire une opération Takuba pour juste ajouter des Européens qui vont venir former les Maliens et puis leur donner une certaine expertise, je pense que c'était d'abord une des clauses de l'accord de défense militaire qu'on a avec la France. Et pourquoi le faire maintenant? Non, je pense qu'on n'a pas dit la vérité.
On n'a pas dit la vérité, et surtout quand je les entends après un mois dire qu'ils ont tué un chef rebelle, un chef du moins djihadiste du groupe GSIM. Mais je dis groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, là, je dis non. Je dis non, on nous a dit que Kounfa est mort, c'est pas vrai. Et dans cette annonce, ils ont dit que l'armée malienne a participé. Bravo déjà à l'armée malienne. Ils ont parlé des Américains qui ont donné aussi leur soutien. Mais pourquoi ce n'est pas le Mali qui a annoncé l'information? Pourquoi ce n'est pas les États-Unis qui le disent? Ils attendent un mois après, parce que maintenant ils comprennent que l'atmosphère au Mali ne leur est pas favorable. C'est pourquoi il faut trouver des alibis fallacieux de ce genre, alors qu'ils ont un dessein derrière la tête. Ils ont un dessin derrière la tête. Est-ce que, M. Youssouf Yagou, vous partagez le pessimisme de Abdelkader Maïga sur le sujet? Bon, ce sont des points de vue très objectifs que je respecte. Moi, je commande simplement l'opération en tant que telle. D'après ma compréhension des choses, c'est une opération de force spéciale. Ça a été discuté, pas maintenant. Moi, j'ai eu au cours de cela, je pense que depuis le mois d'octobre et bien avant. L'objectif premier, d'abord pour la France, c'est de permettre à la France de souffler. Quand vous avez Barkhane avec 4500 hommes, pour la sécurisation, en tout cas pour les opérations de contre-terrorisme, contre les djihadistes disséminés dans toute une zone en allant du Niger au Burkina, au Mali, au Tchad. Donc, c'est pour permettre à la France d'abord de souffler. C'est pourquoi la France demande d'ailleurs que les autres membres de l'Union européenne puissent mettre à leur disposition des unités, des forces spéciales qui seront sous commandement français. L'objectif, quand on met des unités spéciales en place, ça on parle en termes militaires, c'est pour apporter le renseignement nécessaire, parce qu'ils sont plus à même d'apporter le renseignement. Ça, c'est une donnée qui est claire. Les forces spéciales sont spécialisées dans le renseignement et dans les opérations coup de poing. Donc, à mon sens, l'objectif, c'est d'être une force de frappe, une énième force de frappe pour Barkhane. Mais cette fois-ci, un peu plus élargie au-delà de la France, ce qui peut-être va permettre à la France de se concentrer sur d'autres choses. C'est pour non seulement permettre à la France de souffler, mais c'est pour appeler la solidarité européenne pour pouvoir aider la France dans ce sens. Et je pense que l'ampleur qu'est en train de prendre la menace terroriste aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on en a besoin, au risque de me faire taper par mon grand frère ici, mais je pense que ça peut paraître nécessaire. C'est des méthodes qui ont été employées en Afghanistan. Souvent, c'est des officiers de liaison qui font ce qu'on appelle du mentoring, qui forment les forces locales et qui, en termes militaires, vont casser les reins des terroristes et permettent aux forces locales de prendre le relais au fur et à mesure. C'est également une méthode de désengagement progressif des forces étrangères. Donc, sur le plan purement militaire, c'est cette compréhension qu'on a de la chose. D'accord. Donc, ça veut dire que les lignes peuvent bouger en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Vous savez, en matière de lutte contre le terrorisme, les statistiques ou les données ne sont pas assez claires, les données ne sont pas nettes. Elles peuvent bouger dans un sens ou dans un autre. Mais ce qui est sûr, je touche du bois et je suis très pessimiste sur la question, c'est que nous allons connaître cette menace pendant des années, beaucoup d'années, parce que, eu égard le maillage du territoire qui est très grand, eu égard nos moyens militaires et nos moyens financiers qui sont assez limités. Donc c'est une menace que nous allons connaître quand même pendant longtemps. Mais il faut le dire, peut-être pas avec satisfaction, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Il faut le dire que la donne a un peu changé, elle a évolué. Aujourd'hui, tout le travail qui se pose aujourd'hui, c'est de permettre, c'est d'arriver à cette phase critique où les forces armées arrivent eux-mêmes à se protéger et protéger les populations. Et dans toute guerre contre le terrorisme, ce problème se pose. Lorsque les Occidentaux arrivent en Afghanistan, la première des difficultés, c'est de se protéger eux-mêmes avant de pouvoir protéger la population. Donc les deux doivent aller ensemble. Et tout le problème, c'était de faire face aux engins explosifs improvisés. Pendant des années, ils ont eu des difficultés à faire face à cela. Lorsqu'ils ont réussi,
ils ont commencé à faire face à des poches de résistance. Et ensuite, l'armée afghane a été formée par des forces spéciales, bien entendu, souvent dans des opérations au coup de poing, pour pouvoir faire face elle-même à cette menace-là. Je suis là où je ne suis pas d'avis avec lui aujourd'hui, c'est que si on demande à toutes ces forces de se retirer, personnellement, je pense qu'on aura du mal à ce stade. On n'est pas encore opérationnel pour faire face à ça. Kader, nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie du décryptage. Et Kader, est-ce que pour vous, l'avenir ou l'espoir est permis en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme avec cette nouvelle opération, l'opération Takuba, qui veut dire le sable? Non seulement je n'ai pas dit qu'il faut que les forces étrangères se retirent, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit que cette force-là est une force de trop. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité, tout ce problème est parti d'un mauvais jugement de la France. Ces terroristes, les commanditaires de ces attaques sont au Mali, ils sont connus, ils sont localisés. Je vais juste poser une question pour attirer l'attention des uns et des autres. Pour des gens qui sont là, je prends par exemple le cas de Barkhane, des gens qui sont là pour combattre le terrorisme. Nous avions constaté à 4 reprises qu'à chaque fois qu'un camp est attaqué, plus tard, ces terroristes viennent faire des photos, faire piller le reste de matériel qu'il y a, et puis faire de la com. Mais pourquoi la 4e fois, jusqu'à la dernière qui est à Indeliman, pourquoi ils n'ont pas focalisé les drones sur ces camps pour pouvoir ramasser ces gens-là quand ils vont venir faire leurs photos? Ils n'ont jamais été poursuivis à temps réel. Ça veut dire tout simplement qu'on est dans du bluff. La France est dans une position de géostratégie qui doit aboutir à une géoéconomie, si vous voulez. Sinon, si c'était pour mettre fin à ce problème, on ne lui a pas demandé de s'occuper du Sahel. Il n'y a pas un État Sahel. Il y a des États. La France est venue au Mali pour un problème bien précis. Un problème où on avait toutes les solutions, toutes les cartes en main pour maîtriser la chose. Mais la France, avec des arrière-pensées, a fait naître d'autres problèmes qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, elle s'enlise et elle met le Mali dans des situations plus compliquées. La France met le Mali dans des situations plus compliquées. Ce sont là les derniers mots de Abdelkader Meiga, président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Titla. Kader, merci d'être là. Tout le plaisir a été pour nous. Yago, politologue, félicitations. Tout dernièrement, vous avez soutenu brillamment votre thèse. Félicitations, on le dit de passage à nos téléspectateurs. Nous avons un politologue, pas un politologue de dimanche, mais un politologue avec une vraie légitimité. Donc, si la réalisation me permet, tout de suite, nous allons passer au générique de l'émission. Juste après le générique, vous allez trouver le JT de Renouveau Télévision qui va brosser les grandes lignes du journal Renouveau Télé. Et juste après, nous allons nous retrouver pour le débat qui sera le face-à-face, un débat qui sera un débat où vous aurez 2 jeunes brillants aussi politiques, Nour Sarr, président du FAD, le Front africain pour le développement, et qui sera en face avec Hamidou Doumbia du parti IELMA. 2 jeunes, ça serait à 21h. Le choc des idées, la force des arguments, ça serait ici dans votre émission, le grand format. Si la relation le permet, générique et juste après le JT de Renouveau Télévision. Bonsoir et bienvenue. Je le disais dans les titres, à l'appel du mouvement des jeunes proches du régime IBK et des organisateurs de la société civile, un meeting de soutien et d'hommage aux forces armées maliennes, FAMA, a eu lieu hier vendredi dans l'après-midi au monument de l'indépendance à Bamako. Mais le meeting s'est très vite transformé en manifestation contre les forces étrangères au Mali. Je vous propose d'écouter quelques manifestants au micro de nos reporters. Les gens ils viennent, voilà, donc c'est pas organisé comme on peut le souhaiter, c'est pas comme ça. Ils sont libres de manifester leur état d'âme et de dire ce qu'ils pensent. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors donc on ne peut pas, voilà, c'est le peuple, c'est les gens qui sortent, ils disent ce qu'ils pensent. Et nous devons leur en savoir gré.
Mais nous, le message que nous passons surtout, c'est de demander beaucoup plus aux Maliens d'éviter de marcher sur la rumeur, de faire couler de la rumeur sur nos vaillants soldats, sur notre vaillante armée. Parce qu'en coulant la rumeur, en passant les photos, en partageant les images d'atrocités sur le terrain, c'est faire la politique de l'ennemi. La propagande, c'est l'affaire de l'ennemi. L'exhibition des morts, des dégâts causés sur le terrain, ce n'est pas une armée nationale, une armée régulière qui se prête à ce jeu. C'est les éléments ennemis qui le font. Alors si nous devons partager ça, nous faisons leur jeu. Et nous devons aussi dire aux gens d'arrêter de critiquer pêle-mêle l'autorité militaire, la troupe, nos hommes. Nous n'avons que cette armée, cette vaillante armée. Elle nous a servi tout le temps. C'est l'armée du Mali. Et elle est composée de quoi? Nos fils, nos épouses, nos enfants. Alors c'est nous-mêmes qui sommes sur le terrain, c'est le Mali. Alors qu'on arrête de les critiquer pêle-mêle parce que c'est eux qui savent ce qu'ils endurent. Que les gens arrêtent de confiner les théâtres d'opération à un écran de télévision. Et il faut rendre hommage à tous ceux-là qui sont battus pour nous, qui sont tombés sur le théâtre d'opération. Nous disons toutes nos condoléances. Nous prions le bon Dieu en ce vendredi saint de garder leur corps, leur âme dans son paradis. Et nous nous alignons près de la famille, de leur famille, pour pleurer. C'est le Mali tout entier qui pleure. On a voulu organiser ça d'abord, on a organisé une conférence de presse. Un point de presse pour attirer l'attention des Maliens de ce qui se passe dans ce pays-là. Nous avons dit, ceux qui sont en train de tomber sur le champ de l'honneur, ils sont en train de tomber pour nous les Maliens. Il ne faut pas que ceux qui sont en train de se sacrifier pour nous, si tu as vu que ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'il y a l'armée. Nous avons dit, il faut qu'on se retrouve ensemble pour dire à cette armée et que quand ils tournent le dos, le peuple malien est derrière eux. Et dire que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de tomber sur le champ de l'honneur, c'est pour nous les Maliens, c'est pour la sécurité du Mali, c'est pour l'intégrité du territoire du Malien. Donc on ne peut pas faire de toute sorte que comme si nous sommes fous de Sarah. Nous, quand on a fait Jamana de Boukou, de Boukou Mali. Donc, Barengaro de Kama. Donc, d'autres. D'une manifestation de soutien aux femmes à une autre, après les organisations fêtières de la société civile, le collectif des jeunes de la commune de son côté a organisé ce samedi matin à la place de la Victoire à Sotuba Asseyi une marche pacifique pour apporter leur soutien aux femmes dans la lutte contre le terrorisme. Amadou Diarra a suivi la marche pour une nouveau TV. Voici son compte rendu. Ils étaient plus d'une centaine de jeunes à répondre ce samedi matin à l'appel du collectif des jeunes de la commune 1. Objectif, rendre hommage aux militaires maliens tombés sur le champ de l'honneur. Nous voulons vraiment les soutenir parce qu'aujourd'hui, ils sont au four et au moulin pour nous sécuriser. Nous voulons que la jeunesse, pas seulement que la jeunesse de la commune, nous voulons que la jeunesse malienne comprenne qu'il y a un éveil de conscience, qu'il faut vraiment de succès national pour vraiment faire sortir le Mali dans ce trou. C'est pour cela que nous voulons véhiculer tout simplement ces idées pour que toute la jeunesse du Mali se réveille pour le Mali. En plus des jeunes, cette marche pacifique a vu la participation des organisations fêtières, de la société civile, des personnes à la mobilité réduite, des autorités communales. Ce n'est pas le combat de l'armée, c'est le combat du Mali. Si nous dormons ici, tranquillement, nous vaguons à nos occupations, c'est parce qu'il y a une armée qui se bat contre les ennemis. C'est une armée qui nous protège. Sinon, nous, on ne va pas être tranquilles ici. Après cette marche pacifique, le collectif des jeunes de la commune 1 envisage d'organiser des journées de dons de sang ou encore une opération. Nous poursuivons ce journal. Attaque terroriste à Konan. Les femmes ont fait l'objet d'une attaque djihadiste à Konan ce vendredi 8 novembre aux environs de 19h45. Les terroristes sont arrivés à moto et ont attaqué le poste de la gendarmerie. Dès les premiers coups de feu, les éléments de la garde nationale ont énergiquement riposté. Les terroristes ont pris la fuite. Le bilan est de 2 civils tués, 2 blessés, dont un gendarme. Un véhicule de la gendarmerie
a été calciné. Les blessés ont été évacués à l'hôpital Sominien Dolo et de Sévaré du début de l'attaque à minuit. Les forces ont patrouillé dans la ville de Kona et ses environs à la recherche des dites terroristes. Les États-Unis placent le prédicateur radical Amadou Koufa sur la liste noire du terrorisme. Le prédicateur Peul à la tête de la Katiba Massina affiliée à Al-Qaïda est accusé d'avoir mené de multiples attaques dans le centre du pays. Retour sur quelques faits avec Zia Mamadou Kone. Amadou Koufa, un prédicateur membre de la communauté Peul, est à la tête d'une organisation active dans la région au nom du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel. Issu d'une famille pauvre de la région de Mopti, Amadou Koufa recrute en priorité au sein des Peuls dont il se pose en défenseur. Depuis 2015, les affrontements se sont multipliés entre cette communauté et d'autres ethnies. Selon le département d'État, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est responsable de la mort de plus de 500 civils depuis 2 ans. L'alliance créée en 2017 et placée l'année dernière sur la liste terroriste américaine est responsable de la mort de plus de 500 civils depuis 2017. Parmi les attaques figure une action simultanée contre l'état-major général des armées du Burkina Faso et l'ambassade de France à Ouagadougou en mars 2018. La décision américaine intervient 2 jours après l'annonce de la mort d'un des principaux responsables du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Marocain Ali Maïchou. Considéré comme le numéro 2 de l'Alliance, il a été tué par les forces françaises au Mali début octobre, selon la ministre française des Armées, Florence Parly. Maïchou était le 2e terroriste le plus recherché au Sahel, derrière Iyad Ag-Ghali. Selon un responsable de la diplomatie américaine, la progression d'Al-Qaïda et de groupes État islamique également actifs dans la zone est un défi majeur dans la région. 2 enclavements, le maire de la commune rurale de Kalabankoro a inauguré jeudi 12 octobre l'axe Garantibougou-Gouana, longueur de 2 km. Cette route va alléger la souffrance de la population. On retrouve Amadou Diarra. Un tronçon de 2 km, mais impraticable. D'autres usagers avaient même réussi à conclure que partir à Gouana était synonyme de calvaire. Désormais, il est possible de pratiquer cet axe reliant Gouana à Bamako grâce à l'engagement de la mairie. On pouvait passer peut-être une heure de temps, ce qui n'est pas... Et puis, on ne pouvait pas porter des habits propres, parce qu'il y en a même qui portaient 2 habits. Un habit pour traverser la voie et un autre pour aller en ville. Donc, pour dire que vraiment c'était des difficultés. Donc, conscient de toutes ces difficultés, nous avons entrepris de construire la route là. Nous avons voulu faire également un marché de fruits à Kalabankoro, un centre genre CICB en miniature à Kalabankoro. La représentante du parrain de l'événement, l'honorable Mamadou Diarra-Souba, a apprécié l'engagement de la mairie en faveur de la population. Pour Aïssata Touré, les collectivités doivent poursuivre ces efforts pour donner le bonheur aux populations. Nous avons un maire qui fait son travail de maire et qui nous permet, à nous députés, de montrer à la population la différence entre le rôle d'un maire et le rôle d'un député. Et un maire qui se soucie des préoccupations de la population, qui prend en compte les difficultés, qui essaie d'y remédier en proposant des solutions aux difficultés recensées. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter. Et avoir des maires de ce genre, ça nous facilite le travail et ça permet de restaurer la confiance entre les élus et puis la population. Le coût de l'infrastructure a été évalué à 21 millions. Un trophée Kiwara et une attestation de reconnaissance ont été remis au maire de la commune de Kalabankoro. Donner du sang est un acte de générosité, mais aussi de solidarité pour les malades
en nécessité de transfusion sanguine. Cet geste qui permet de sauver des vies et doit être intégré les réflexes de nos compatriotes. C'est dans ce cadre que l'association Global Santé Solidarité Mali a organisé ce samedi 9 novembre une cérémonie de don de sang à l'hôpital Gabriel Touré. Occasion pour le ministre de la Santé et des Affaires sociales d'inviter tout le monde à être donateur volontaire. Maliki Diallo. Malgré son âge avancé, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a tenu à donner une poche de sang ce samedi à l'hôpital Gabriel Touré à l'occasion de la journée initiée par l'association Global Santé Solidarité Mali. Occasion pour lui d'inviter chacun à être un donateur volontaire. Le sang, il n'y a pas de substitut. C'est vraiment disons, quelque chose qui est unique. Et si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas, dans des situations d'urgence, sauver les vies. Quand je pense aux situations d'urgence, je pense par exemple à cette mère qui voudrait donner certainement un enfant et qui se trouve dans des situations hémorragiques. Et donc on est obligé de lui donner du sang. Un blessé de guerre, on est obligé de lui donner du sang. Les accidentés que nous avons régulièrement, on est obligé de donner du sang. Donc donner le sang, faire ce mouvement aujourd'hui, organisé par la société civile pour nous interpeller de venir, je pense qu'il n'y a rien de plus important pour sauver nos populations. Et lorsque vous donnez le sang, vous allez aider quelqu'un que vous n'allez jamais rencontrer. Et pour moi, ça c'est tellement important. En plus du ministre de la Santé et des Affaires sociales, une quarantaine d'autres personnes ont répondu à l'appel de l'association Global Santé Solidarité Mali. Parce que j'ai été à Indeliman avant l'attaque, donc j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Et cette attaque m'a fait vraiment trop mal parce que j'ai connu des gens, des militaires, j'ai connu beaucoup de gens là-bas. Et je me disais qu'il fallait faire quelque chose pour leur rendre hommage, parce que ce que j'ai vécu, c'était un choc. Donc tout de suite, quand j'ai entendu parler de cette initiative, je n'ai pas hésité à franchir le pas malgré quelques appréhensions. Voilà, c'est pour cela. Donc c'est un acte de solidarité que nous citoyens nous pouvons faire à l'endroit de nos voyants soldats pour leur encourager et pour témoigner de toute notre gratitude à leur endroit pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils donnent à l'endroit pour la défense de la patrie. Cette journée a été initiée après un constat amer à la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré et celle des autres hôpitaux. L'association Global Santé Solidarité Mali chaque année organise des collectes de sang. Et cette année, nous l'organisons en ce moment précis suite au décès d'enfants constatés dans différents services pédiatriques. Vous savez, c'est la période de forte palud, de neuropalud, et souvent des enfants meurent d'anémie. Donc nous avons jugé qu'il était important. À travers aussi cette activité, l'association Global Santé Solidarité Mali répond à l'appel du président de la République en faveur de l'armée. Nous avons aussi entendu le message du président de la République qui demande à ce que les Maliens se donnent la main et qu'on fasse l'union sacrée derrière notre armée. Nous avons compris que certains peuvent marcher, certains peuvent faire des meetings. Nous, en tant qu'association, ce que nous pouvons faire, c'est vraiment mettre à la disposition des structures de santé des poches de sang au cas où des blessés de guerre arrivaient, au moins ceux qui aient à disposition du sang. Ça, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de la visite du ministre, nous ne sommes pas du tout surpris parce que dès que nous l'avons contacté pour dire, il dit qu'il est dans la même logique et sa présence ici aujourd'hui pour, malgré son âge avancé, faire un don de sang ne nous a pas aussi surpris. Il travaille dans ce sens, nous l'en remercions, nous l'en félicitons pour. L'association Global Santé Solidarité Mali entend faire le samedi le jour des dons de sang au Mali. Des campagnes de sensibilisation seront bientôt lancées à Bamako dans ce sens. Pour éclairer la lanterne de l'opinion publique nationale sur le processus qui a conduit à la libération de nos compatriotes qui étaient
qui était prisonnier en Guinée-Conakry pour détention de gris-gris anti-balles. Le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne était ce vendredi face à la presse. Selon Mohamed Chérif Aïdara, la libération des Maliens a été obtenue grâce à l'effort conjugué du CSDM et l'ambassadeur du Mali en Guinée, Omar B. Sidibé et Lolo Madi pour le compte-rendu. Au mois d'octobre 2019, plus de 400 Maliens ont séjourné dans les prisons guinéennes. Les autorités guinéennes leur reprochaient de posséder des lots de gris-gris anti-balles, une situation qui a suscité des débats. Pour obtenir leur libération, il a fallu l'intervention de l'ambassadeur du Mali en Guinée et le président du CSDM. Grâce à ces démarches, les autorités guinéennes ont reconsidéré leurs accusations. Avec le passage que j'ai fait dans les télés, a permis d'édifier tout le monde et dissiper la paix. Ça, c'est le rôle du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Ça, c'est le rôle d'une association qui a pour but de défendre les Maliens là où ils se trouvent, qu'il a raison ou qu'il a tort. Un Malien a un droit. Même si c'est un criminel, il a un droit. En le faisant, forcément, vous allez déranger beaucoup de personnes. C'est tout à fait normal. Mais le jour où on va arrêter de faire ça, je pense que ce jour-là, on doit arrêter aussi de dire que nous sommes le CSDM. On est créé pour servir la diaspora et non servir d'elle. Le président du CSDM et ses camarades ont également saisi l'occasion pour dénoncer l'intervention tardive du ministère des Maliens de l'extérieur. Le ministère des Maliens de l'extérieur, qu'on a vu à la télé, et pour dire qu'on les a libérés. Mais le ministère a raconté des histoires. Ils ne les ont pas libérés. C'est l'ambassadeur et le consul, le CSDM, le Haut Conseil de base, Nouvelle Vision, les amis de Mali. Ils peuvent prendre les crédits parce que c'est notre ministère. Et l'équipe de Haut Conseil qui est partie là-bas, ils sont allés pour assister à leur libération. Ils ne veulent pas libérer. Vous savez, libérer quelqu'un est une chose, assister à sa libération en est une autre. Enfin, le président du CSDM a aussi botté en touche les rumeurs qui font croire qu'il y a un bicéphalisme au niveau du bureau du CSDM en Guinée. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission Le Grand Format. Le Grand Format, c'est votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale, mais aussi de débat. Le Grand Format se veut aussi pour mission d'œuvrer pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Le Grand Format, pour rappel, c'est tous les dimanches de 20h à 22h sur Renouveau Télé et Renouveau FM, la 98.1. Et pour cette deuxième partie de l'émission, le Grand Format, nous recevons pour vous deux brillants jeunes politiques maliens qui forcent l'admiration par la qualité de leurs interventions. Il s'agit de Hamidou Doumbia du parti Élément. Hamidou Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Vous avez aussi Noussar, président du parti FAD, le Front africain pour le développement. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir, Ataïa. Merci d'être là. Donc, pour cette émission, nous allons faire un regard croisé de l'actualité des sujets d'intérêt national avec nos deux invités. Hamidou, comment vous portez déjà? Je me porte bien. En même temps, j'ai une pensée pour nos militaires et tous ceux qui sont en train de tomber pour le Mali. Voilà, on ne peut que penser à ces personnes-là et nous incliner devant leur mémoire. Noussar, c'est comment votre état d'esprit pour ce soir, pour l'émission Le Grand Format? D'ailleurs, vous êtes les premiers invités, les premiers hommes politiques, jeunes politiques à être invités dans ce premier numéro de l'émission Le Grand Format. Donc déjà, une histoire est née, une histoire avec Le Grand Format. Ça ne peut qu'être un plaisir, un réel plaisir de participer à cette aventure qui contribue indéniablement à restaurer le débat politique dans notre pays, le débat d'idées, la contradiction, les échanges sur les questions d'actualité. Sur le plan de la santé, je me porte très bien, mais sur le plan du moral et sur le plan psychologique, je vais très mal au regard de la situation dramatique que vit mon pays, que vit notre pays. Et au regard de ces morts, de nos militaires qui tombent à longueur de journée. Et
au regard du fait qu'ils tombent parfois dans des conditions horribles, sans soutien, sans aucun honneur. Donc je vais mal dans ma tête parce que mon pays est blessé dans son cœur. Mon pays est blessé dans son cœur, ce sont là les mots d'introduction de nous, Sarr, président du parti FAD. C'est parti, après le décor, c'est parti pour une heure d'entretien, une heure de débat, de regard croisé, de débat contradictoire entre ces deux jeunes brillants politiques. Hamidou Doumbia, déjà, nous, Sarr, a parlé déjà de morts. Vous vous rappelez, le camp des Fama à Ndiliman a été attaqué, il y a eu plusieurs morts. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, tout dernièrement a fait un discours à la nation. Déjà, le discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est dans la forme et dans le fond. Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, déjà, dans la forme, il faudrait qu'on voit d'abord dans quel contexte le discours est venu. Comme tu viens de dire, il y a eu plusieurs attaques, nous avons eu des morts. Il y a de la panique au niveau de la population. Les gens ne comprennent pas pourquoi réellement c'est nos militaires qui meurent chaque fois. Et les gens ne comprennent pas toujours pourquoi, malgré la présence des forces étrangères et toute cette assistance, nous continuons à perdre des hommes, surtout des jeunes, qui peuvent être l'avenir pour la nation. Donc c'est assez important que le président de la République sorte et s'adresse à la nation pour d'abord, en tant que chef de famille, sans être le plus âgé, répondre, essayer d'assurer et de rassembler la grande famille du Mali. C'est important. Donc l'opportunité du discours ne pose pas problème. Maintenant, dans le contenu, je pense qu'il a d'abord parlé de rassembler, que tous se mettent ensemble et soutenir l'armée malienne, et qu'on considère qu'on est dans une période de guerre. Il a aussi rappelé que il faut impérativement qu'on pense que la solution se trouve en nous. La solution malienne est d'abord, la solution du Mali, c'est d'abord avec les Maliens. Il a rappelé cela. Il a dit aussi qu'il allait désormais lancer une offensive, c'est-à-dire la stratégie de guerre. On va plus aller vers l'élaboration d'une stratégie offensive qui allait conquérir et va chercher les terroristes. Donc quand on analyse tout ce qu'il dit dans le fond, on va se rendre compte que c'est encore un énième discours. Parce qu'à chaque fois, le président sort, il fait des discours, mais on l'attend beaucoup plus sur les actes, par rapport aux actes qu'il va poser. Est-ce que ces actes vont être conformes à ce qu'il dit? Parce qu'on dit que le leadership, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait l'harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il faut que désormais le président de la République lui-même, qui vient de dire qu'il faut aller au rassemblement et que tous se mettent ensemble, il faut que lui-même il se mette dans la posture de quelqu'un qui rassemble. Il faudrait qu'il tende la main. Il dit qu'il a tendu la main, mais il faut qu'il fasse encore plus d'efforts et aller vers le chef de file de l'opposition qui s'entendent. Et quand ils vont s'entendre, ça va être un signal fort pour tous les autres. Et le président de la République aurait donné en ce moment l'exemple pour que tous les fils se mettent ensemble. Et quand on va analyser dans le contenu, on se rend compte que le président dit qu'on est en période de guerre. Et que par conséquent, les uns et les autres doivent revoir leur façon de faire, se considérer comme nous sommes en guerre. Il faut que lui-même se comporte comme un président d'un pays en guerre. Donc, à analyser le contenu, ce qui est dit est bien bon. Mais au Mali, l'enjeu n'est pas le discours. L'enjeu, c'est la mise en œuvre de ce que l'on dit. Et justement, c'est là où le Malien ne croit pas aux politiques, c'est là où le Malien ne croit pas en son leadership, parce que très souvent, il y a décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Justement, c'est ce qui est le problème réel. Donc, c'est au président de la République de montrer cette fois-ci ce qu'il a dit, les comportements qu'il va poser après, ces comportements soient conformes pour rassurer davantage nos populations, sinon les discours au Mali ne suffisent plus. L'enjeu, ce n'est plus le discours. Au Sarr, le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à l'union sacrée des Maliens autour des femmes. Votre regard sur le discours à la nation? Comme je l'ai toujours dit, c'était un discours creux, un discours vide de sens, un discours qui démontre à suffisance que le chef de l'État aujourd'hui n'a pas la mesure réelle de la situation. Nous avons vu un homme floué dans sa tête, un homme désemparé, qui aujourd'hui n'est pas en phase avec les enjeux de l'heure. Ça, c'est une vérité incontestable.
Les Maliens attendaient de voir un chef d'État qui allait dire comment il entendait rendre plus professionnelle notre armée. Comment il allait faire en sorte que notre armée puisse redorer son blason. Nous attendions que le chef de l'État nous dise comment il attendait rassembler les Maliens autour de l'outil de défense, autour de la restauration de l'intégrité du territoire, autour de la reconstruction de l'unité nationale fortement ébranlée par la situation dans la région de Mopti et dans le septentrion. Nous avons vu un chef de l'État qui, encore une fois, est dans une posture qui ne correspond pas aux enjeux actuels. L'heure est grave, l'heure est encore plus grave. Et la gravité de la situation impose l'existence d'une vision claire de sortie de crise. Nous l'avons dit, nous insistons, nous persistons. Le Mali n'a besoin de s'insérer dans l'agenda de qui que ce soit. Nous avons besoin d'un agenda, il doit être malien. Un agenda malien. Parce que nulle part au monde, aucun peuple n'a été libéré par un autre peuple. Nous sommes quand même les descendants des grands empires. Nous sommes les héritiers des guerriers mandingues. Comment se fait-il que notre pays puisse se trouver dans cette situation? La réponse est toute trouvée. C'est la gouvernance calamiteuse incarnée par M. Ibrahim Boubacar Keïta et ses alliés. La réponse est toute trouvée. C'est l'absence de vision d'un régime aujourd'hui en disgrâce. La réponse est toute trouvée. C'est le refus d'écouter son peuple, d'écouter ses intellectuels, d'écouter ses cadres politiques qui, à longueur de journée, ne cessent de tirer la sonnette d'alarme pour dire arrêtez, pour dire stop. La situation est grave, ça suffit maintenant. Notre pays est à la croisée des chemins, c'est indiscutable. Les fondements historiques ont fortement été ébranlés parce que vous savez, le terrorisme, le djihadisme, mais la responsabilité incombe à qui? C'est au chef de l'État, à lui et à lui tout seul, accompagné par son clan, qui depuis 6 ans ont pris notre pays en otage, qui depuis 6 ans ont instauré des politiques qui incontestablement sont en train de préparer la dislocation de notre pays. Depuis 6 ans, ils ont persisté et signé dans la voie de l'application d'un accord antinational issu du processus d'Alger. D'accord, l'accord d'Alger, nous allons en parler. Et nous, Hamidou Doumbia, c'était des attaques de Boulikessi, de Mondoro, tout dernièrement c'était le camp de Liman, toujours des morts, le décompte, il est macabre. Qu'est-ce qui ne va pas, Hamidou Doumbia? Ce qui ne va pas, nous le savons tous et nous avons très souvent l'habitude de le dire. D'abord, ça se trouve au niveau d'abord du leadership. Ce qui ne va pas, c'est que nous avons un président de la République qui a été démocratiquement élu, mais qui n'a pas su tenir ses promesses, qui avait promis aux Maliens de mettre en œuvre une armée forte, une armée républicaine, qui serait capable de sécuriser l'essentiel de notre territoire. Il faut, après 6 ans de mandat, il faut reconnaître que le président de la République n'est pas arrivé à cela. Il faut aussi noter que l'armée que nous avons construite il y a 10, 15, 20 ans, cette armée n'a pas été conçue avec la déontologie nécessaire et avec la méthode qu'il faille pour un pays en crise. Nous savons tous au Mali, depuis Amadou Toumani Touré jusqu'à maintenant, comment les recrutements sont faits. Les recrutements sont faits par rapport à des gens qui n'ont pas la volonté de rentrer dans l'armée seulement pour servir ou qui ont l'amour de l'armée, mais des gens qui viennent juste pour percevoir des salaires parce que tout simplement ils sont au chômage, ils veulent rentrer. Nous avons fait du clientélisme dans le secteur de l'armée et c'est ce qui a amené progressivement à la destruction de notre outil de défense. Donc ce qui fait que quelque chose que nous avons détruit pendant 10, 15, 20 ans, pendant une certaine période, c'est très difficile de le reconstruire. Malgré que le président a pris des promesses, mais lui-même, il est continu sur le même chemin. Il devait être dans la rupture avec cette façon traditionnelle de faire, avec cette politique que lui-même, il a dénoncée. Quand Amadou Toumani était au pouvoir, on attendait un président qui allait faire cela. Mais durant 6 ans, il faut reconnaître que ce travail n'a pas été fait. Nous avons continué
dans cette médiocrité aujourd'hui qui est en train de faire en sorte que notre pays est en train de disparaître. Donc quand on devait avoir la rupture, le président ne s'est pas mis à niveau. Et aujourd'hui, il faut des mesures fortes. Il est là, c'est vrai, on a fait 5 ans. Le président est là, il a 1 année de son mandat. Nous devons réfléchir et proposer pour que ce président, quand il va partir, quand même, qu'il reste une partie du Mali. Donc c'est pourquoi nous avons proposé beaucoup de choses par rapport à notre outil de défense. Nous avons demandé d'abord qu'on déplace l'état-major au centre et que le président de la République donne un signal fort. Parce que dans un pays en crise, il regroupe en fait les états-majors quelquefois seulement par an. Aujourd'hui, nous devons être dans la dynamique que le président rencontre les officiers supérieurs du pays 1 fois par semaine. Ne serait-ce que montrer qu'aujourd'hui, il est le capitaine. Il pense, si tous les officiers voient que le président de la République est impliqué personnellement dans cette affaire et qu'il suit, les uns et les autres vont parfaitement jouer leur rôle. Donc il faudrait que réellement, aujourd'hui, le président de la République et tous les leaders de la nation changent de politique, se remettent en cause et mettent des outils en place qui peuvent permettre à notre État de nous en sortir. Parce que la solution n'est pas ailleurs. La solution, ce n'est pas la MINUSMA. La MINUSMA a son agenda. La solution, ce n'est pas la France. La France a d'abord son agenda, ensuite l'agenda du Mali. C'est au Mali d'avoir son agenda. C'est au Mali de planifier et de travailler pour que dans les années à venir, on puisse véritablement sécuriser notre territoire. Tant que les autres sauront que nous ne sommes pas forts et que nous n'avons pas une armée forte, ils vont venir. Je te donne juste dans la pratique. Vous allez voir, quand on était tout petit, vous vous battez, celui qui perd tout le temps lors de la bataille, c'est celui-là qui est toujours attaqué. Parce qu'il ne s'est pas mis dans la posture de quelqu'un qui combat et qui met les autres à terre. Et nous, quand on va considérer les nations dans le Sahel, c'est ce que nous avons prouvé. Nous avons montré que nous sommes le maillon faible. Et il est temps que ça change et qu'on change véritablement de cap pour que réellement les Maliens puissent avoir de nouveau confiance à leur pays, parce que c'est un pays qui a toujours été un pays fort, c'est un pays qui a toujours sécurisé. Mais le fait qu'on est resté, qu'on a été dans ce rêve-là, on est venu au cauchemar. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent à la radio, nos chers auditeurs, nous sommes sur Renouveau FM aussi en direct. Et nos invités sont Hamidou Doumbia du parti Yelema et Nouhoussar du Front africain pour le développement de FAD. Donc pour nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, comprenez que vous êtes avec Hamidou Doumbia et Nouhoussar du parti FAD. Nouhoussar, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans le dispositif de défense du Mali? Bon, ces attaques récurrentes révèlent à suffisance l'échec d'une vision, l'échec d'une stratégie. Le chef de l'État, dans son discours, a parlé de posture offensive. Ce n'est pas nouveau. Il convient aujourd'hui de rappeler aux Maliens qu'un monsieur était ministre de la Défense. Ensuite, il est devenu Premier ministre. Mais avant, un beau jour, il a réuni les gens à la maison de la presse. Projection à l'appui, il a démontré en sécrocrate qu'il fallait adopter une posture offensive. Je pense que c'est ce qui a été fait avec tout le tapage médiatique autour du déploiement de 10 000 hommes dans le centre du pays. Donc, c'est la confirmation d'un échec, de l'échec d'une stratégie dont le seul responsable est le régime actuel. Parce que pour régler un problème, si on ne situe pas les responsabilités, c'est difficile d'avancer. Donc c'est pourquoi nous avons toujours dit que le type d'armée dont nous disposons aujourd'hui ne correspond pas au type de conflit de 4e génération que nous vivons. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas gagner une guerre asymétrique avec des postures symétriques. On ne peut pas aller créer un campement, un camp, dans une zone, un camp statique, dans une zone de conflit asymétrique et espérer gagner. Nous l'avons rappelé. Toutes les positions de notre armée de Ségou à Nampala sont des fusibles aujourd'hui. Vous poserez la question à d'autres experts, à plusieurs experts, ils vous confirmeront cela. Mais avant tout, il convient de dire qu'une armée, c'est d'abord le moral. Une armée, c'est d'abord la vertu guerrière. Et la vertu ne peut être construite que par la motivation.
Qu'est-ce qui motive une armée? C'est le comportement de son chef. C'est le comportement du politique qui tous les jours est impliqué dans les questions de défense. Vous parlez du moral, que le moral, la motivation doit venir du premier responsable du pays, du président de la République. Justement, Ibrahim Boubacar Keïta, après l'attaque du camp du Kéman, s'est rendu à Gao. Est-ce que quelque part, cela ne contribue pas à renforcer le moral des troupes? Vous savez, si il suffisait de se déplacer après chaque attaque pour construire le moral, on n'en serait pas là. Il y a eu plusieurs attaques, il y a eu plusieurs déplacements. Mais le problème, il y a eu des détournements de fonds massifs, des ressources de l'armée. Personne n'a été inquiété. Donc nous exigeons, nous demandons que les officiers pourris quittent notre armée. Nous demandons que les politiques qui ont couvert la corruption, le détournement des ressources de notre armée soient traduits devant la justice. Parce qu'une armée, c'est d'abord l'exemplarité et la transparence. Comment sont gérées nos ressources? Ce n'est pas lui, le chef de l'État, qui a affirmé à la face du monde que nos hélicoptères sont cloués au sol. Ce n'est pas lui, le chef de l'État, qui a parlé de défaillance. Ce n'est pas son fils, ministre, président de la commission défense, qui a indiqué que nous avons été floués dans une opération d'achat d'armement. Alors que les responsabilités soient situées. Posons-nous la question, qu'est-ce que lui, en tant que chef, fait pour cela? Avez-vous entendu qu'un officier a été interpellé parce qu'il a détourné l'argent des militaires? Tant que les militaires continueront à penser, à croire que les ressources allouées à l'armée sont détournées par une poignée d'apatrides, eh bien comprenez qu'ils ne feront rien pour défendre la patrie. Parce qu'ils vont se dire que mourir pour le Mali, c'est mourir pour rien du tout. Ce sont nos militaires qui sont tombés en défendant la République, en défendant notre dignité, en défendant la terre de nos ancêtres, qu'on a enterrés dans des conditions attentatoires à toute dignité humaine. Ils ont été enterrés dans des fosses communes. Ce n'est pas acceptable. Donc nous exigeons du gouvernement de la République du Mali de revoir le cap. Parce que la guerre, c'est d'abord politique. La guerre, c'est d'abord un cap que vous fixez. Donc, nous avons aujourd'hui un chef d'État qui malheureusement ne sait même pas c'est quoi un cap, à plus forte raison de le fixer. Tant qu'il n'y aura pas un cap fixé, nous serons dans ce verbiage qui continuera à constater l'enlisement de la situation. Hamidou Doumbia, après le diagnostic, je suppose que chacun de vous a fait un diagnostic de la situation sécuritaire, la situation au niveau des FAMA. Et pour vous, maintenant, que faire pour que nos militaires puissent retrouver leurs lettres, ou l'armée malienne puisse retrouver ses lettres de noblesse, toutes ses lettres de noblesse? Déjà, ce qu'il faut faire, je conviens que les leaders soient exemplaires et qu'on donne envie aux militaires de se donner pour le pays et qu'ils n'aient pas le sentiment de se mettre en tête que quand je vais mourir pour rien. Donc le président de la République lui-même aujourd'hui doit donner l'exemplarité. D'abord, il faut auditer tous les contrats militaires dans le secteur de la défense qui dépassent 500 millions, même qui n'atteignent pas 500 millions. Il faut faire l'audit de tous ces marchés et voir éventuellement là où il y a eu de la corruption, où il y a eu des détournements, traduire ces personnes devant la justice et communiquer là-dessus. Cela permettra aux militaires de savoir qu'il y a une nouvelle armée qui est en train d'être bâtie. Il y a le président de la République qui est en train de sanctionner aujourd'hui la médiocrité. Parce que Tunzu a l'habitude de nous dire que le militaire, l'art de la guerre, a l'habitude de nous dire que le général, c'est d'abord la vertu. Quand un général n'est pas vertueux, le commandement ne sera pas respecté, il y aura l'indiscipline. Alors qu'une armée, d'abord, c'est une question de discipline. Donc, pour que la discipline revienne, il faut que le leadership soit vraiment à la hauteur des souhaits. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on fasse des recrutements, mais des recrutements cette fois-ci de manière vraiment transparente, que ceux qui vont rentrer, qui rentrent parce qu'ils ont l'amour de l'armée et qui sont prêts à mourir
pour le pays. Il faudrait qu'on enseigne régulièrement le patriotisme, que ce soit dans nos écoles militaires, dans nos camps, qu'on apprenne les gens à connaître le Mali, à connaître ces grands hommes, l'histoire des grands guerriers, pour qu'eux-mêmes ils sachent d'où nous venons, qui nous sommes, pour que réellement l'armée malienne puisse on puisse restaurer la dignité de l'armée malienne. Il faudrait que le chef de l'État, qui aujourd'hui ne regroupe le Conseil de défense que de manière sporadique, quand il y a des attaques, il faut qu'on aille vers l'anticipation. Il faut qu'on aille vers l'anticipation, que le président de la République regroupe de temps en temps, au moins une fois par semaine, tous ses officiers pour voir ce qu'ils font, qu'ils fassent le compte-rendu. Ça montrera que le président aujourd'hui est en train de piloter réellement son armée. Il faudrait qu'on travaille réellement pour que le service de renseignement soit renforcé. Parce que l'armée dont nous disposons aujourd'hui, la guerre à laquelle nous faisons face, c'est une guerre asymétrique et le renseignement dans le dispositif est très important. Et cela amène à digitaliser l'armée, à mettre en avant les technologies de l'information et de la communication pour que réellement le renseignement puisse être donné. Il faut que nos camps, on puisse travailler pour que les gens vivent dans des conditions dignes dans nos camps militaires, pour qu'il y ait des fourrages dans nos camps militaires, pour que les uns et les autres n'aient pas besoin d'eau et qu'ils soient victimes d'embuscades. Donc aujourd'hui, réellement, nous devons poser plusieurs actions pour montrer que l'armée malienne est en train de se reconstituer. Je vous rappelle qu'on a mis à peu près plus de 1000 et quelques milliards de francs CFA dans cette affaire de loi de programmation militaire. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat est triste. Nous n'avons pas, le citoyen malien lui-même sait que notre armée de 2013 à aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de progression. Donc le montant qu'on a injecté à cela, ce montant devait être visible de par le comportement de nos militaires et de par notre façon de gagner aujourd'hui la guerre. Donc il faut une remise en question d'abord du chef suprême des armées, qui est le président de la République. Il faudrait que les citoyens eux-mêmes soient solidaires aux militaires, aux parents de militaires. Vous savez, c'est très difficile. Quand vous avez un parent qui meurt dans ces circonstances et que vous voyez dans la rue les gens sortir, qui font leur cortège, qui fêtent n'importe comment, ça joue sur le moral. Il faut que nous-mêmes... Vous, les citoyens ne donnent pas l'impression d'être un pays en guerre. Le citoyen ne donne pas l'impression d'être un pays en guerre. Il faut que l'on soit solidaire avec les familles de victimes. C'est vrai, c'est à l'État de le faire, de travailler pour que vraiment on puisse gagner. Mais ces familles aujourd'hui ont besoin de notre accompagnement. Ces familles ont besoin de savoir que tout le peuple aujourd'hui est meurtri. Et ça leur permet de un peu supporter la perte des êtres qui leur sont chers. Donc que tout le monde se remette en cause, pas seulement le chef de l'État, mais du chef de l'État en passant par les politiques, du politique en passant par le citoyen lambda, que tout le monde se remette en question, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir résoudre ce problème. C'est vrai, l'élite est à 80% important dans le dispositif, mais les uns et les autres, que ce soit SAR, moi et vous, nous avons tous notre rôle à jouer. Chacun s'assied. Nous, SAR, après les diagnostics, que faire pour que le peuple malien puisse retrouver ses... Vous savez, le journaliste, en concevant une émission, le fait en fonction d'une vision. En construisant une armée, il faut le faire en fonction d'une vision. Je vais vous surprendre en vous disant que le Mali, à l'heure où nous sommes, ne dispose pas de ce qu'on appelle une politique nationale de défense qui se construit en fonction des besoins et des menaces qui pèsent sur le pays. La loi de programmation militaire, ce n'est qu'une loi qui a entassé des chiffres et qui, manifestement, a servi à alimenter la corruption. Donc il est important, il est urgent, il est impératif de doter notre pays d'une politique nationale de défense en fonction de la menace et en fonction des besoins. Tel n'est pas aujourd'hui le cas. Ensuite, vous savez, hein, dans les armées, il y a ce qu'on appelle les revues physiques annuelles. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle une performance fixée pour le colonel en fonction des grades. On fait chaque année ce contrôle physique-là pour voir si
vous n'êtes pas en dessous de vos performances, conformément à votre grade. Mais depuis combien d'années le Mali ne fait pas cela? Vous avez beaucoup d'officiers ventrus qui ne sont bons que qui ne sont bons que pour dormir dans le salon. C'est ça la vérité. Donc il est important que nous revoyions cet aspect. Il est important que le leadership militaire soit exemplaire à tout point de vue. Il est important de faire l'audit de notre armée, du caporal au général. Tous ceux qui sont inaptes doivent être mis à la retraite. Une armée, c'est le commandement. Quand le commandement n'est pas exemplaire, quand le commandement ne répond pas aux normes, ça va poser des problèmes. Donc c'est pourquoi nous disons cela. Et la logistique de notre armée, il faut revoir. Le système de paiement de nos militaires. Jusqu'à présent, c'est le biétage moderne. C'est ça la vérité. Pour payer les militaires, on allait au trésor, on remplissait le sac de liasses de billets et on faisait le dispatching. Ensuite, il y a eu un tollé. On est allé ouvrir un compte et à partir de ce compte, on fait des virements. Alors que les militaires, ce sont des fonctionnaires. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ah non, on ne veut pas qu'on connaisse le nombre de militaires. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, l'effectif n'est plus un enjeu. Le fait de cacher son effectif ou de le révéler, ce n'est plus un enjeu militaire. Donc c'est pourquoi nous estimons qu'il faut revoir cette logistique. Il faut faire l'audit de toutes ces missions de formation de nos soldats. Que ce soit l'ITM, que ce soit la coopération avec la Corée du Nord, avec tout ceci. Il faut faire l'audit. Quel a été son impact? Est-ce que ces missions ont permis à notre armée de se reconstituer? Donc il faut sortir des discours, il faut sortir des effets d'annonce, il faut sortir de la campagne permanente qui consiste à dire l'armée monte en puissance. Mais une armée qui monte en puissance est capable quand même de tenir une base militaire. Donc nous soutenons nos soldats, nous soutenons notre armée, en tout cas nous soutenons ces hommes qui, dans la transparence, dans l'intégrité, dans l'amour de la patrie, continuent à défendre notre dignité. Mais nous exigeons que les officiers corrompus, les officiers qui ont été impliqués dans les détournements de deniers publics, les officiers qui ont du sang dans leur bouche et dans leur cœur, ces officiers soient extirpés de notre armée. Ça ne peut pas se faire autrement. Ensuite, il est important de dire que la guerre asymétrique, on ne peut pas la gagner en étant dans une posture classique, dans une posture d'armée classique. Il faut impérativement la construction, la constitution de forces spéciales, c'est-à-dire de groupes de commandos qui seront armés, qui auront une puissance de feu extraordinaire, qui peuvent être mobiles, se déplacer à moto, se déplacer avec de petites jeeps et traquer l'ennemi, traquer ces djihadistes qui sont dans la forêt de Ouagadougou, qui sont un peu dans la région de Mopti et un peu dans le Séno et dans le Haïré. Il faut traquer ces djihadistes. Donc pour nous, il est impératif de doter notre pays d'une vision, d'une politique nationale de défense. Hamidou Doumbia, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, dans son adresse à la nation, a parlé de l'union sacrée autour des femmes, l'union sacrée autour des femmes. Aujourd'hui, on est aussi dans une dynamique de dialogue national. Justement, est-ce que le dialogue national pourra penser les plaies et cicatriser les blessures? Parce que les blessures, quand même, il faut le dire, elles sont profondes. Le dialogue permet, si le dialogue ne résout pas le problème, le dialogue en soi ne va pas être le problème. C'est ce qu'il faut d'abord dire. Maintenant, aujourd'hui, nous participons au dialogue. Nous participons au dialogue parce que nous sommes un parti qui propose. Nous avons des propositions. Nous avons longtemps demandé au président d'aller vers l'entente et d'aller vers le dialogue pour que les uns et les autres puissent lui dire ce qu'ils pensent. Donc je pense que c'est pour cela que nous sommes en train de participer au dialogue. Aujourd'hui, le dialogue peut être une solution s'il est bien porté. Et que si tous les fils de la nation s'impliquent pour que véritablement les Maliens puissent parler le même langage, ne serait-ce que sur les questions de sécurité et sur les questions de défense.
le dialogue peut permettre de résoudre le problème si véritablement lors du dialogue, on discute sincèrement des problèmes du pays et que à l'issue du dialogue, les résolutions qui vont sortir, ces résolutions soient mises en œuvre. Et je pense que pour le moment, ce que nous sommes en train de constater ici et là, il y a des résolutions qui sont en train de sortir dans le sens par rapport à l'accord de paix, à sa révision dans certaines zones, à son maintien dans certaines zones. Mais ce qui est important, les Maliens sont en train de discuter et à l'issue du dialogue, c'est l'agenda malien qui va sortir. Parce que l'objectif, c'est d'abord malien. Il faut qu'on ait nos propres stratégies de sortie de crise, ce qu'on appelle les stratégies endogènes de sortie de crise. Donc aujourd'hui, le dialogue, s'il est bien porté, va permettre à tous les Maliens d'abord de discuter des questions institutionnelles. C'est important dans le cadre de la sortie de crise. Ça va nous permettre de discuter des problèmes de défense, de sécurité et de donner des propositions pour que le pays puisse véritablement sortir. Parce qu'il faut le dire, si le président appelle aujourd'hui au dialogue parce que le président se rend compte qu'il a échoué et qu'il ne peut pas le faire seul, il a besoin aujourd'hui du concours de tous les fils de la nation, qu'on soit du gouvernement ou qu'on ne soit pas de gouvernement, qu'on soit de la majorité ou qu'on ne soit pas de la majorité. Aujourd'hui, un président a du mal. Le pays est malade. On a besoin de tous les fils pour proposer. Et quand on t'appelle pour proposer dans ce genre de situation, nous ne pouvons pas refuser. C'est pourquoi nous avons élaboré des propositions sur chaque thématique du dialogue. Parce que nous ne partons pas pour faire de la figuration, nous partons pour proposer, pour venir au chevet de notre pays. Nous ne partons pas pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, nous ne partons pas pour son gouvernement, mais nous partons aujourd'hui parce que notre pays est malade. Un président de la République a reconnu qu'il a du mal à gérer le pays. Le parti élément a des propositions, le parti élément a des solutions et le dialogue nous offre justement une tribune pour exposer un peu ces propositions, pour montrer aux Maliens que nous avons de la matière et que nous ne faisons pas de la politique seulement pour critiquer, mais nous faisons de la politique pour proposer, pourvu que les autorités comprennent pour une fois que cette fois-ci, il faut appliquer parce que le pays est dans une crise extraordinaire et ça dépend des mesures extraordinaires aujourd'hui. C'est pourquoi Yalema y participe, Yalema va proposer des solutions viables pour le pays. Est-ce que pour vous, le dialogue peut sortir le pays de la crise? Bon, pas ce dialogue-là. Il convient de dire que nous sommes dans le pays où il existe les vestibules. Nous sommes dans un pays de tradition, de dialogue. Notre culture, dans son ensemble, est basée sur le dialogue. Mais le dialogue véritable, le dialogue sincère. Le dialogue qui se construit sur la base de principes. Le dialogue qui se construit autour de la confiance mutuelle. Il n'existe pas dans notre pays. Je n'en connais pas, je n'en ai pas vu, de forces politiques ou sociales qui, à un moment donné de l'histoire, n'ont pas demandé à ce que les Maliens s'asseyent et se parlent en se regardant droit dans les yeux et de façon sincère et franche. Il n'existe pas de force politique qui ne va pas dans ce sens-là. Mais il se trouve que nous avons un chef d'État qui se plaît dans l'arrogance, qui se plaît dans l'invective, qui se plaît dans ce cercle de flagonneurs qui sont autour de lui et qui sont en train, dans ce cercle où il est embastillé, de flagonneurs, un cercle de zélateurs, qui continuent à lui dire que sa façon de gérer le pays est la meilleure façon, que les boubous qu'il porte sont les meilleurs boubous. Le langage, les latins grecs qu'il prononce, c'est comme ça. Et c'est dans ça qu'il se plaît. Donc c'est pourquoi nous avons dit que pour nous, le moment est venu que nous allions à un dialogue sincère. Nous l'avons proposé. Le chef de file de l'opposition et plusieurs autres leaders de l'opposition l'ont rencontré. Ils lui ont fait des propositions. Donc les propositions n'ont pas manqué dans notre pays. Le fait de tirer la sonnette d'alarme, ça n'a pas manqué dans notre pays. Mais quand vous avez un leadership qui est cramponné sur une posture où il dit mes prérogatives constitutionnelles, mais voici la situation que tes prérogatives constitutionnelles ont créée. Depuis 6 ans, nous sommes dans tes prérogatives constitutionnelles. Mais tes prérogatives constitutionnelles, la finalité, c'est le drame, c'est le sang,
ce sont des corps, des centaines de milliers de morts, des centaines de morts dans le septentrion et à Mopti. Que s'est-il passé? Le chef de l'État, un bon matin, le chef de l'État, un beau matin, s'est levé et a choisi un mot, le triumvirat, qui est un mot de l'Antiquité, de l'époque médiévale, qui veut dire en réalité, c'est-à-dire, trois personnes exercent le pouvoir en même temps. Il a désigné des gens sans consulter la moindre force politique de notre pays. Donc quand on veut dialoguer de façon inclusive et sincère, il est impératif de le préparer ensemble. Du moment où il a choisi des gens à lui, qui sont ses hommes de main, qui feront ce que lui il leur demande, on ne peut plus parler d'inclusivité. L'opposition a dit que ce n'est pas sérieux. Nous ne participerons à ça parce que pour nous, le Mali est plus sérieux que ça. Quand le chef de l'État et ses alliés politiques seront prêts, seront disposés, que l'opposition et la majorité, y compris la société civile, aient des représentations paritaires, de façon égale, pour un dialogue, nous irons. Il y a eu un atelier, 600 participants, l'opposition n'avait que 22 représentants. C'est une goutte d'eau dans une vase. Ça n'a pas de sens. D'accord. Nous, ça, rapidement, pour les auditeurs qui viennent de nous suivre, qui nous suivent en ce moment sur Renouveau FM, la 98.1, je rappelle que nous sommes avec deux jeunes politiques, Hamidou Doumbia du parti Yelema et Noussar du parti FAT. Rapidement, on me signale qu'il nous reste 5 minutes justement pour boucler cette émission. Le temps passe vite. L'opération Takuba, qui veut dire le sabre, est lancée la semaine dernière par la ministre française des Armées. Déjà, est-ce que pour vous, cette nouvelle opération pourra lutter contre le terrorisme et faire bouger les lignes dans le septentrion de notre pays? Ok, je ne sais pas s'il est possible que mais je veux tout simplement dire à mon ami Sarr, parce qu'il est en train de dresser le bilan négatif du président de la République. C'est justement parce que le bilan est négatif qu'il faut dialoguer. C'est justement parce que le bilan est négatif qu'on a fait le terme de référence par rapport aux thématiques où le président a échoué pour qu'on puisse véritablement sortir de la crise. Donc ils reviennent sur leur position, nous leur rappelons, pour que vraiment tous les fils puissent participer au dialogue. Maintenant, ce que vous allez dire, le problème, la solution du Mali là, ce n'est pas avec la France, ce n'est pas avec Barkhane. La solution malienne, c'est d'abord le Mali. C'est pourquoi nous devons réfléchir à des stratégies de sortie de crise endogènes. C'est pourquoi nous devons nous mettre main dans la main pour réfléchir et qu'on trace notre propre agenda. La ministre de la Défense de la France est passée, elle a fait ses déclarations, mais ces déclarations, nos autorités n'ont pas encore commenté. Ils n'ont rien dit. Moi, je trouve que ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est justement le dialogue. C'est travailler pour qu'à l'issue de ce dialogue que nous avons commencé, les Maliens puissent avoir leur propre agenda. Et dans cet agenda, on peut même réfléchir dans combien d'années nous voulons que les forces étrangères quittent notre pays. Dans combien d'années nous aurons une armée forte, républicaine, qui puisse permettre au Mali de sortir de la crise. La solution est d'abord en nous. Ensuite, les autres. Réfléchissons à comment est-ce que nous allons soigner nos propres maux, ensuite penser aux autres. Le général de Gaulle l'a déjà dit, que les pays n'ont pas d'amis, mais les pays ont des intérêts. La France a ses intérêts, la MINUSMA, tous ces pays qui le composent ont leurs intérêts. Il est temps que les Maliens eux-mêmes identifient leurs intérêts et travaillent pour que on puisse mettre en œuvre ces intérêts pour que véritablement nos citoyens puissent être apaisés, que le pays puisse véritablement sortir de la crise. Nous, ça, rapidement, votre dernier mot sur cette opération Takuba, le SAP, rapidement. L'annonce de cette opération est la confirmation de l'échec des forces internationales. Cette opération prouve que la France est embourbée aujourd'hui dans le Sahel. C'est un fait. On a eu Serval, nous avons connu Barkhane, nous connaîtrons bientôt Takuba. Qui sait, on peut connaître Dragon, opération Boule de Feu. Mais il est important que notre peuple retienne. Il n'existe pas d'exemple dans le monde où un autre pays est venu libérer un autre. Ho Chi Minh a mobilisé le Vietnam contre l'Amérique. Israël s'est mobilisé contre les armées arabes. Le peuple de la République démocratique du Congo a anéanti la rébellion du M23, a
anéanti les différentes rébellions au sud Kivu et dans l'est de la République du Congo. C'est le peuple malien qui va se mobiliser pour libérer notre pays. Aucune armée internationale, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit la MINUSMA, ne peuvent pas libérer notre pays. Ils peuvent nous assister, nous aider. Donc, qu'on ne perde pas de vue. Il nous faut une vision malienne, une vision nationale de sortie de crise. Et je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que les forces étrangères, il est important que nous ayons ce qu'on appelle, dans le jargon diplomatique, un exit stratégie. C'est-à-dire une stratégie, je ne suis pas de ceux-là qui disent, bon, Barkhane, MINUSMA, plier bagage tout de suite. Parce que, qu'est-ce qu'il y a en face? Donc, très sincèrement, il est important de nous inscrire dans une vision malienne, dans une vision nationale, pour recouvrir notre intégrité territoriale, pour restaurer la dignité de notre peuple. Merci, il est impérieux de se retrouver dans une vision malienne pour restaurer la dignité malienne. Ce sont là les derniers mots de Noussar, président du parti FAD. Noussar, merci d'être là. C'est à moi de vous remercier. Hamidou Doumbia, merci d'être là. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, la toute première de l'émission, le grand format, votre émission de décryptage et de débat que j'ai eu l'immense plaisir de présenter pour les auditeurs qui nous suivent à la radio. Pour la présentation, c'est Mohamed Atayer Adidou. Bye bye et à dimanche prochain pour un autre numéro de l'émission Le Grand Jury. À Renouveau Télévision, nous essaierons de faire bouger les lignes pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Bye bye et à dimanche prochain.